Hello, bienvenue dans ce nouveau partage et comme tu peux le lire, j'ai mis en titre de vidéo "Tu n'es pas ton trouble". Et là on va parler de santé mentale qui devient un vrai sujet de société. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission qui expliquait que de plus en plus chez les jeunes enfants, chez les jeunes aussi, il y avait tout un tas de problèmes autour de la santé mentale et de plus en plus tôt on décelait des troubles d'un point de vue soit mental, soit émotionnel et que c'était finalement assez inquiétant, alarmant. Et on voit que le gouvernement a pris les choses en main, comme ils le disent. Alors il y a un ton ironique derrière ça, pour faire de la santé mentale vraiment un sujet important en 2025. Et je rigole amèrement parce que pour moi, il y a une sorte d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui marche à l'envers, qui est complètement décentrée, prisonnière de prisonnière en fait de son mental, de son émotionnel. On est dans une société qui pousse les gens à être dépendants euh, de, de, de ce mental, de ces émotions qui les retient à l'extérieur d'eux-mêmes pour tout le temps être en surface d'eux-mêmes et jamais faire ce retournement intérieur, ce retournement de présence à ce qu'ils sont vraiment en les coupant de leur nature, en les coupant de leur essence, en faisant en sorte qu'ils soient toujours dans une sorte de distraction permanente, distraction mentale, distraction émotionnelle, qu'ils soient toujours soumis à des désirs de consommation, des désirs qui touchent aussi autour de la sexualité. Et en fait, on est dans une société qui passe son temps à chercher à vider l'humain de cette énergie vitale qui l'anime, à le couper aussi de son essence qui est divine, à le couper de son essence spirituelle. Et on est dans cette société qui maintient tout ça et qui ensuite explique que, oh attention, on observe que chez les jeunes, il y en a de plus en plus qui ont des problèmes de santé mentale, donc on va prendre ça en charge, on va diagnostiquer, on va mettre des diagnostics, on va les accompagner. Sauf qu'en fait, derrière cette fausse bienveillance, il y a une recherche de vouloir enfermer surtout les jeunes et aussi les citoyens à une plus grande échelle dans une identité, ce que j'appelle une camisole identitaire pathologique. Donc, au lieu d'aider les êtres à révéler ce qu'ils sont réellement, à redécouvrir la vraie réponse par la présence à ce qu'ils sont, c'est-à-dire se détacher de toutes ces formes identitaires dans lesquelles on a tendance à vouloir nous enfermer dans des cases et finalement qui limitent la compréhension de ce qu'est la nature humaine d'un point de vue eh bien, divin, qui est cette interconnexion à tout un écosystème, qu'on le voit à travers l'écosystème des relations humaines, l'écosystème avec le vivant autour de nous, l'écosystème d'un point de vue beaucoup plus global, d'un point de vue de tout un cosmos. En fait, par nature, on est tous interconnectés à ça, et c'est ça finalement ce qui est divin, ce mystère de la vie qui nous dépasse et qui nous anime. Et on cherche à faire oublier à l'humain qu'il est connecté à quelque chose de bien plus grand. Et aujourd'hui, du coup, on est dans une société qui est déjà malade parce que vous prenez un être qui est resté connecté à sa nature profonde, donc des êtres par exemple qui sont issus de tribus qu'on va appeler primitifs, mais en fait ils sont encore dans cette, j'allais dire primauté, je ne sais pas si le mot existe, mais en fait ils sont encore dans cette reliance à cet écosystème grand et divin d'amour. Vous faites venir ces êtres-là qui ont su garder la pureté de leur essence dans nos sociétés beaucoup plus occidentales. Eh bien, monsieur et madame tout le monde, là, on passe tous pour des fous. Ils vont nous dire, là, votre pays, la France, c'est un asile à ciel ouvert. Et en fait, un grand pourcentage de la population est complètement déjà malade mentale. Donc, on n'a pas besoin d'attendre des diagnostics tel qu'il arrive aujourd'hui pour dire c'est alarmant. Non, la plupart des gens ne sont pas absolument pas présents à ce qu'ils sont, ne sont pas présents à leur ressenti, ne sont pas présents. La plupart des gens agissent à contre-cœur dans leur vie quotidienne, que ce soit à travers leur métier, à travers leurs relations. La plupart des gens sont enfermés dans des masques qui les divisent, qui les dissocient de leur être véritable. La plupart des gens font des choses à contre-cœur parce que c'est ce qu'il faut faire. Et on est déjà en fait dans une société malade, on est déjà dans une société troublée
Et finalement, les jeunes qui sont aujourd'hui diagnostiqués comme ça, les enfants on décèle des troubles de plus en plus tôt, ne sont qu'un miroir, qu'un reflet pour les parents, pour la société, pour les gens qui font la société aujourd'hui. Ce sont des miroirs silencieux, mais en fait qui nous sont jetés en pleine face pour prendre conscience qu'ils portent le message d'une société malade. Si ces enfants sont à tel point troublés d'un point de vue mental ou même émotionnel, c'est parce que ils mettent en lumière eh bien, tous les comportements déviants d'une société qui ne se voit pas malade. Et comme elle ne se voit pas, il faut bien que quelque part, ça ressorte quelque part. Et les enfants, ce sont, surtout les nouvelles générations, on va vers des vagues de personnes qui viennent s'incarner avec déjà une sensibilité accrue. C'est pour ça qu'on parle souvent de plus en plus de personnes hypersensibles. Alors c'est pas, là encore, là c'est un point de vue scientifique, mais en fait c'est juste des êtres qui n'ont pas fermé leurs antennes au monde vivant, au monde vibrant, qui viennent au monde avec cette perméabilité à tout ce qui les entoure, c'est-à-dire ils ont en fait cette conscience de faire partie d'un écosystème relationnel entre les humains, donc ils ressentent les émotions, ils ressentent les autres, ils ont cette conscience intérieure de faire partie d'un écosystème d'un point de vue de la nature, donc ils ressentent les arbres, ils ressentent les animaux, ils ressentent l'atmosphère, et ils ont une conscience aussi d'un point de vue encore plus global. C'est comme s'ils venaient au monde déjà avec toutes les petites antennes eh bien, sorties pour ressentir ce monde. Et parce qu'en fait, c'est la nature de l'homme. L'hypersensibilité qui est décrite aujourd'hui, ça fait partie de la nature de l'homme, mais c'est quelque chose, comme ces êtres arrivent dans un monde qui s'est coupé de sa sensibilité, personne n'est là pour les aider à appréhender cette sensibilité et du coup à ne pas devenir prisonnier de l'émotionnel, prisonnier de l'extérieur. Parce que l'hypersensibilité, par exemple, elle va euh, finalement, c'est comme s'il n'y avait plus de barrière entre soi et le monde et qu'il y avait cette conscience d'unité et que du coup la souffrance du monde devenait notre souffrance. Et du coup, on n'apprend pas à gérer tout ça, à la digérer à un autre niveau que du point de vue émotionnel et mental. Donc comme on a une société qui est coupée de cette sensibilité-là et qu'on a des êtres qui ont cette sensibilité qui arrive au monde et qu'on ne leur apprend pas à gérer finalement cette nature-là, eh bien ça va créer des êtres qui vont se perdre dans l'émotionnel, dans le mental et devenir prisonniers de cet extérieur. Et là j'ai parlé par exemple de l'hypersensibilité, mais ça peut être d'autres... les troubles aujourd'hui d'un point de vue mental ou émotionnel, eh bien se traduisent à travers tout un tas de pathologies. Alors pour moi, quand je parlais d'hypersensibilité, c'est pas une pathologie, mais en fait, à partir d'une hypersensibilité qui n'est pas comprise et qui n'a pas été comment dire, apprivoisée, eh bien on peut aller se perdre et avoir des mécanismes qui viennent nous troubler. Parce que pour moi, j'ai mis comme titre de vidéo Tu n'es pas ton trouble, parce que le grand danger actuel, et on le voit à travers les réseaux sociaux, c'est de pousser les gens à s'identifier à ce qui les trouble. Donc ce n'est plus seulement tu as cette pathologie qui te trouble, donc c'est quelque chose que tu as, qui parce que ça vient te troubler, ça te coupe de ce que tu es réellement, et ça te dissocie de toi-même. Là, on dit aux gens, tu es troublé par quelque chose, et donc c'est ce que tu es. Et donc ils vont se définir à travers ce qui les trouble, à travers ce qui les dissocie. Et donc ils vont se vivre à travers cette identité dissociée d'eux-mêmes qui va finalement les définir et les définir dans le monde. Et comme ça, sans s'en rendre compte, ils vont devenir prisonniers de cette personnalité qui s'est forgée à travers tout ce qui l'a troublé. Et ça, c'est super dangereux parce que finalement, ce que l'on est véritablement, c'est ce qu'on est une fois qu'on a identifié le trouble. C'est, par exemple, on prend conscience qu'on est troublé par quelque chose d'un point de vue mental ou émotionnel, et que ça crée un système de dissociation qui nous éloigne de ce qu'on est véritablement. Et bien quand on est dans toute cette prise de conscience, ce qui prend conscience, c'est la personne que l'on est, c'est notre être profond qui, lui, n'est pas ça justement. C'est ce qui éclaire. Ce que nous sommes réellement, c'est
cette présence qui éclaire ce système pour le voir à l'extérieur et pour enfin s'en libérer. Sauf que là, la façon dont sont accompagnés les jeunes, ou même ce que veut mettre en place le gouvernement, c'est comment enfermer les jeunes dans cette pathologie comme définition de leur être et finalement les emprisonner là-dedans. Et ça va devenir de plus en plus la norme, et surtout ça va être de plus en plus tôt. De plus en plus tôt, on va associer une identité pathologique à des enfants, à des ados, alors que c'est des âges de la vie où justement ils apprennent leur identité, puisqu'on vient d'arriver au monde, qui suis-je? Donc on apprend à définir son identité à travers son prénom, à travers nos parents, à travers ce qu'on n'aime pas, et d'autant plus après à l'adolescence, où là il y a on quitte le monde de l'enfance, donc on quitte cette identité qu'on s'est construite pendant l'enfance pour être au monde, et il y a cette petite mort, donc cette première phase de je me désidentifie de quelque chose pour me réidentifier davantage au monde extérieur. Parce que le monde de l'enfance, c'est vraiment le foyer, on se développe dans le foyer, et le monde de l'adolescence, c'est là où il y a le feu qui s'active vraiment, le feu relié à l'énergie sexuelle, qui d'un coup crée comme ça un élan vers le monde où on veut aller se construire, s'identifier par rapport à ce que le monde nous rejette, par rapport au groupe, enfin à cette projection. Sauf que comme c'est un feu qui n'est pas encore apprivoisé à l'adolescence, eh bien ça peut venir nous brûler, ça peut venir nous consumer, et là encore ça peut être dangereux de forger une identité autour d'une pathologie parce que ça va venir finalement nous emprisonner et nous limiter. Et la plupart du temps, et c'est pour ça qu'encore une fois j'ai mis ce titre « Tu n'es pas ton trouble », parce que ce que l'on est réellement et profondément, notre vérité d'être se révèle. Donc si on a un trouble émotionnel mental, eh bien souvent il y a des moments de crise. Des moments de crise, c'est des pics émotionnels, des pics de surcharge mentale qui viennent finalement nous dissocier de ce qu'on est et nous perdre comme ça, comme si ça nous décentrait pour graviter loin de nous-mêmes. Ça crée comme ça des montagnes russes. Et justement, ces montagnes russes, c'est ce que nous ne sommes pas. C'est le moment où le trouble vient nous posséder quelque part, mais en nous possédant, on crée aussi une forme d'exorcisme, puisque c'est une façon d'extérioriser ce qui est en train d'être, ce qui nous traverse. Donc, soit on va le nourrir et se perdre dedans, soit on va le laisser nous traverser, donc créer comme une sorte d'exorcisme, et après ça va redescendre. Et justement, c'est là où c'est important de le formuler, ce que l'on est vraiment, notre je suis, le verbe être, c'est ce qui se révèle en termes de présence une fois la crise passée. Une fois que la crise émotionnelle, mentale est passée, ou physique, parce que des fois c'est physique, et bien ensuite il y a comme un tout redescend, la tête est vidée, il n'y a plus aucune émotion à sortir, tout est vide en fait, et ce vide, c'est là où on peut enfin regoûter à la présence de ce que l'on est vraiment. Et c'est ça qu'il est important de rappeler quand on a un trouble, ce que tu es vraiment, c'est ce que tu es lorsque justement tu n'es pas troublé. Et ce trouble qui t'habite est finalement quelque chose qui te traverse, et les troubles, tous ces troubles en fait, c'est comme si d'un coup on déviait de notre route dans un tunnel dont on n'arrive pas à voir ce qui se passe parce qu'on est tellement pris dedans que ça devient comme un tunnel noir où on est propulsé à toute vitesse. Et justement, vouloir s'identifier à son trouble, c'est vouloir s'identifier à ce tunnel à l'extérieur et croire que ce tunnel qui est sans fin, qui est noir, qui est obscur, dans lequel on est propulsé malgré nous, c'est ce que l'on est. Et finalement, ça nous limite. Ce que l'on est, c'est cette présence qui traverse ce tunnel. Et ce que l'on est réellement à un autre point de vue de conscience, c'est cette présence qui traverse et qui décide de mettre la lumière dans ce tunnel. Et ça change complètement la donne parce qu'on prend conscience que ce qu'on est véritablement, c'est la présence qui peut éclairer ce passage. Qui peut éclairer ce passage mental, ce passage émotionnel, même physique de ces moments de crise, de ces moments de trouble. Et je parle de ce sujet parce que moi-même, pendant l'adolescence, j'ai eu une phase de boulimie et d'anorexie. Et je dis bien j'ai eu,
j'ai fait de l'anorexie, et je n'emploie pas le terme je suis, au moment où je vivais ça, en fait, si j'avais exprimé le fait de je suis anorexique, eh bien ça devient mon identité. Et par exemple dans l'anorexie, pour une personne qui vit ce trouble, qui est surtout d'un point de vue mental, le fait de s'identifier à ça est quelque part valorisant. C'est ce qu'on cherchait. On cherchait finalement l'identification à ça, à se définir à travers ceci. Alors ça peut être inconscient, des fois c'est pas ah je veux être anorexique, c'est on vit le trouble, mais finalement on trouve une certaine satisfaction à pouvoir se définir à travers quelque chose. Et notamment l'anorexie, ça peut devenir valorisant pour la personne, et ça peut venir la rassurer de pouvoir enfin se définir à travers quelque chose de précis, on sait ce que c'est. Et donc ça peut être un danger, là je prends l'exemple de l'anorexie, de l'accorder au verbe être plutôt qu'avoir. Parce que le fait de dire je suis anorexique, finalement, eh bien on se définit au monde à travers ça, et on se définit soi-même, c'est-à-dire je suis la fille anorexique, donc je ne me vois qu'à travers ce prisme, et du coup mes modes de réaction, mes modes d'être au monde, je ne vais plus que me percevoir à travers ça. Mais justement, l'anorexie, c'est ce qui m'éloigne de ce que je suis véritablement. Et c'est juste un passage. Et ce que je suis véritablement, c'est cette présence qui a lieu quand il n'y a pas les crises. C'est cette présence au-delà du trouble. Et c'est pour ça que la présence à soi, elle est très très importante dans tout ce qui est autour des troubles, parce qu'on est dans une société en fait qui n'apprend plus à être présent. C'est pour ça que je prenais l'exemple, si aujourd'hui en fait on est tous déjà des malades mentaux, des malades émotionnels, puisque la plupart des gens ne sont pas présents à ce qu'ils font ou à ce qu'ils sont réellement. Parce que si les gens se posaient vraiment, par exemple pour faire la vaisselle, en étant dans ce qu'ils font, ou en parlant avec leur enfant, ou en jouant avec leur enfant, en étant réellement dans ce qu'ils font, présents à ce qu'ils font, et pas pris dans des pensées ou pris par des émotions, et ça ferait déjà la différence. Donc être présent, ça s'apprend, et on est dans une société qui nous pousse à être dans la distraction sans arrêt, ou à penser à des problèmes, où on voit bien aujourd'hui comment sont alimentées les informations, comment sont alimentés les réseaux sociaux. Tout pousse à détourner l'humain de la présence, de la contemplation, pour qu'il soit toujours occupé mentalement ou occupé émotionnellement. Et finalement, comme j'ai dit, c'est normal de se retrouver avec des jeunes générations complètement perdues. Là encore, la plupart du temps, aujourd'hui, les jeunes, ils cherchent à répondre à la question « qui suis-je ?» C'est la grande question de l'humanité, qui sommes-nous? Et le problème, encore une fois, c'est qu'on est dans une société qui pousse à répondre à cette question par la forme, par tout un tas de... Alors, tu es cette personne... On voit très bien, il y a, par exemple, le monde de la publicité, c'est le monde où on va construire des identités pour que les gens s'identifient à un produit et que ça devienne leur identité. On cherche à vendre une identité aux gens pour les enfermer finalement dans un produit, dans une consommation, pour les enfermer dans un rapport de dépendance à quelque chose, mais extérieur. Donc on est dans un monde qui pousse l'humain à s'enfermer dans une identité, une définition de lui, mais qui passe par l'image, et l'image qu'il choisit mentalement par son ego. Donc c'est même pas une identité humaniste quelque part, mais et c'est pour ça que ces jeunes aussi sont à la recherche de qui ils sont, à répondre à ces questions, mais qui suis-je? Et que ça peut rassurer de se définir à travers une pathologie, parce que ça nous donne enfin une définition de notre être, et d'être au monde à partir d'une identité. Et parce qu'en fait, on peut à partir de ça enfin construire une image. Et comme on est dans un monde qui pousse les jeunes et les gens à se présenter par l'image, notamment par les réseaux sociaux, et bien c'est quelque part valorisé. Et le grand piège, donc, c'est de pousser les jeunes, de pousser les gens à s'identifier et à nourrir leur identité autour d'une pathologie, alors que le message, c'est de comprendre le mécanisme d'une pathologie qui part souvent d'un traumatisme. Et un traumatisme, c'est on était centré dans notre être, on vit un choc traumatique et d'un coup, ça explose. Et on est en 1000 morceaux. Et du coup, au lieu de se sentir comme un être centré, relié, verticalisé,
c'est comme si on se ressentait en 1000 morceaux, complètement fracturés, avec des failles, des fractures partout. Alors là, c'est émotionnel, là, c'est mental, et on était cette explosion, ce morcellement de l'être, et du coup, on ne sait plus qui on est, comment, et on est complètement décentré en périphérie de nous-mêmes, dans une sorte de dédale mental et émotionnel, et complètement coupé de notre essence véritable, de cette reliance dont je parle d'ordre spirituel. Mais quand je parle de spiritualité, c'est cette conscience que l'on est animé, que l'on est habité, que l'écosystème dans lequel on est animé par une force qui dépasse notre entendement mental, que j'appelle pour ma part Dieu, mais qu'on peut appeler la source, qu'on peut nommer ou la force, ou le chi. Mais il y a comme ça quelque chose qui nous dépasse malgré nous, qui fait qu'on est sur Terre et qui nous fait être au monde. Mais comme on s'est tellement coupé de cette présence, et qu'on a appris à être au monde juste d'un point de vue mental ou émotionnel, ou à travers une image de surface, ou dans des petites cases, qu'on oublie qu'il y a comme ça cette force qui nous anime. Et souvent, la vie orchestre des chocs émotionnels, des événements assez durs, pour d'un coup briser en fait tout ce qu'on avait sclérosé à la surface qui nous définissait, pour créer comme ça un choc pour exploser tout ça, et qu'on revienne et qu'on se dise mais en fait ce que je suis, c'est pas toutes ces couches que j'ai mis pour me définir, parce que là ça vient d'exploser et je vois qu'en fait c'était pas viable, en fait c'était une illusion, et ça nous met face à ce vide. Et c'est ça aussi qui fait peur, et dans la plupart aussi de beaucoup de troubles, c'est la peur de faire face à ce vide. Mais en fait, ce vide, on est dans une société qui nous a fait croire que le vide, que le rien, que quand on est face à une page blanche, face au silence, eh bien, il faut avoir peur de ça et fuir pour aller vers la distraction, vers quelque chose d'intense, fuir vers des sensations fortes, parce que si on fait face au vide, à l'ennui, à la page blanche, eh ben, ça crée comme ça une sorte d'effroi, de vertige face à cette vérité que eh bien, dans le rien, il y a le tout, et dans le tout, il y a le rien. Vous voyez, c'est comme quand on est face à cette feuille blanche, et bien cette feuille blanche, il y a à la fois rien dessus, et en même temps, ça contient un potentiel du tout. Et d'un point de vue global, on est dans une société qui ne veut pas que l'humain prenne conscience de cet espace vide en lui, de cet espace intérieur, qui est l'inconnu, de cet espace intérieur qui n'est justement pas définissable, qui ne peut se goûter qu'à travers l'information, c'est-à-dire l'informe. Quand on fait ce retournement de présence en soi, on sort du monde de la forme, on sort du monde extérieur, on sort du monde de la surface pour rencontrer toute la dimension de l'intériorité. Et cette dimension de l'intériorité, c'est là où on a accès à un peu ce qui se passe au moment où on va s'endormir le soir, et qu'on va accéder au monde du rêve, c'est-à-dire un monde de potentiel, un monde d'abondance, un monde où tout est possible quelque part. Mais ça, cette vérité, elle ne peut se rencontrer qu'une fois qu'on a fermé ses yeux tournés vers l'extérieur, et qu'on ferme les yeux sur notre intérieur. Et c'est beau, mais sauf que, comme j'ai dit, on est dans une société qui essaye de nous empêcher ce mouvement-là, qui est tout le temps de pousser à nous garder les yeux ouverts, vous voyez, comme dans le film Orange Mécanique, garder les yeux ouverts pour être tout le temps dans la distraction et nous empêcher cette rencontre intérieure. Et ça, je pense que c'est aussi ça l'enjeu chez les jeunes, chez les personnes qui ont des troubles, c'est d'un coup de faire face à ce vide, à cette possibilité que ce qu'ils sont réellement, c'est pas ce qu'ils ont construit d'un point de vue identitaire et tout, et de faire face au fait que la vraie réponse à ce qu'ils sont n'est pas quelque chose qui est définissable d'un point de vue de la forme des mots, mais c'est une rencontre par la présence, et ça peut faire peur d'être dans ce vertige du mystère, ce vertige de la feuille blanche qui contient tous nos potentiels. Et ça peut être plus rassurant de se dire finalement ce que je suis, c'est par exemple je suis anorexique, ça me conforte parce que je vois ce que c'est, je peux me définir, alors que sans ça, sans cette définition de je suis anorexique, je ne sais pas qui je suis,
Parce que, eh bien, vouloir rencontrer vraiment mon être véritable, ce que je suis vraiment, ça voudrait dire plonger dans un infini potentiel qui va au-delà du monde de la forme. Et ça peut faire peur. Et on est tellement dans une société qui pousse les gens à se définir par la forme que forcément, des êtres hypersensibles qui sentent qu'on a un potentiel bien plus vaste, bien plus grand, eh bien, il y a comme ça un vertige, mais un vertige qui est à apprivoiser. Et ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit présent pour aider les gens, accompagner les gens à apprivoiser leur être véritable plutôt que à les enfermer dans une définition pathologique de leur être, parce que ça les limite dans la grandeur de ce qu'ils sont, et finalement ça les emprisonne dans une compréhension soit mentale, soit émotionnelle de la nature humaine, alors que notre nature est bien plus vaste et touche à des dimensions spirituelles, et sans partir dans quelque chose de trop perché en fait. Il suffit de se rendre compte qu'on est des êtres humains qui vivons sur une planète, mais qui fait partie d'un cosmos connecté à des milliards, des milliards, des milliards et des milliards d'autres planètes, de galaxies, et que ça, en fait, rien que cette idée dépasse notre entendement, et de savoir que déjà, rien que dans un système solaire, les planètes entre elles ont une influence entre elles, alors imaginez dans cette immensité, dans cette grandeur infinie de galaxies, à quel point tout a un impact, et tout est tel un écosystème où tout a des interconnexions, et en fait en tant qu'être, sans s'en rendre compte, on est connecté à cette immensité, et du coup la définition de l'être humain, du sens de la vie, de ce qu'il est réellement, eh bien dépasse, vous voyez, ce par quoi on est troublé, dépasse, et pour goûter à ce mystère, eh bien seule la présence, et la présence c'est quand on devient présent à ce qu'on fait déjà dans la vie de tous les jours. Quand je mange réellement, je deviens conscient que de l'aliment que je suis en train de manger, et de ce processus magique alchimique qui se passe en moi, de reconnecter tout simplement à la magie de la vie. Parce que malheureusement, on est dans une société qui nous coupe à la magie, qui veut nous faire croire que la magie, ça appartient au conte de fées, alors que la magie, c'est simplement aussi d'être en vie, et de regoûter à cette magie de la vie, ça nous reconnecte à une sensation d'être au monde puissante, et qui n'a plus besoin de passer par des sensations fortes. Parce qu'aussi dans les troubles, ce qui peut être addictif, c'est d'être addict à se sentir vivant, vibrant par des sensations fortes, par les états de crise émotionnelle ou mentale ou physique. Et bien comme on n'apprend plus à être présent au monde, à la magie du monde, à la nature des choses, et qu'on a tout finalement désacralisé, eh bien on va rechercher cette sensation de vivant, de vibrant, de sensations fortes à travers soit la souffrance, ou à travers, je dis, l'émotionnel, tout ça, et ça peut créer une addiction, parce que du coup quand on n'a plus ça et qu'on est dans la vie quotidienne, eh bien on se peut sentir comme ça ce vide, et du coup avoir ce besoin d'aller combler ce vide par un extrême, par une explosion vers les extrêmes, vers la surface de soi. Et c'est pour ça que reconnecter à la magie de la vie pour ce qu'elle est, ça demande de cette rencontre avec son intériorité, de ressentir vers l'intérieur. Alors ça va être des ressentis beaucoup plus subtils, mais qui vont être beaucoup plus profonds, qui vont nous reconnecter à une sorte d'immensité, et qui vont durer dans le temps. Et ça s'apprivoise aussi. Et c'est pour ça que c'est un réel sujet de société qui ne touche pas juste les personnes qui sont diagnostiquées, mais c'est un vrai message pour la société dans son ensemble, de se poser les vraies questions. C'est-à-dire, si on a autant de pathologies qui sont déclarées aujourd'hui, c'est parce que la société doit voir qu'elle-même nourrit ces dysfonctionnements, et qu'on est tous plus ou moins responsables dans notre façon d'être présent à nous-mêmes, dans notre écoute intérieure. Si on a des gens qui passent leur temps à faire des gestes, à agir à contre-cœur de ce qu'ils ressentent réellement, à faire les choses en étant tout le temps dans leur mental, ou à ne pas prendre conscience que leurs émotions, la façon dont ils les projettent à l'extérieur, ont un impact sur quelque chose de bien plus grand qu'uniquement leur personne, et bien forcément ça nourrit une sorte de monde, ça a un impact sur tout un écosystème.
et de reprendre conscience que la façon dont je suis présent à moi a une influence sur les autres et que finalement c'est de la responsabilité de tout le monde de se responsabiliser par rapport à ça et de ne pas pointer du doigt et de comprendre ce qui nous est montré pour le mettre en lumière et trouver ces outils et ce retournement intérieur, cet appel au retournement intérieur pour grandir en conscience et faire ce grand chemin de la désidentification pour retrouver cette vérité d'être profond qui est au-delà de la forme et juste dans la présence, comme j'ai dit, à la nature de ce qu'on est véritablement. Et pour ça, il n'y a pas besoin de chercher 10 000 ans, il suffit d'aller en nature, d'observer, de rentrer dans cette contemplation de ce que la nature nous raconte pour nous rappeler les grandes lois qui nous animent et dont nous sommes quelque part les serviteurs par la façon d'être au monde. Donc c'était une vidéo assez riche. Je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.